Bien, bonsoir à tous. Donc, petit coucou pour les personnes qui voient le replay. Donc, j'ai une petite dizaine de personnes avec moi ce soir. Donc, vous regardez ça sûrement à distance. Donc, on va démarrer. Merci pour les personnes qui sont présentes. Et donc, ce soir, on est réunis pour parler de lithothérapie et donc d'échanger sur les vertus des minéraux. On va être ensemble pendant 1 heure et demie euh, environ. J'ai nommé cette conférence Histoire de la lithothérapie et vertus des minéraux parce que je trouvais intéressant pour vulgariser, de partager un petit peu sur l'historique, mais vraiment de façon synthétique, mais pour vous apporter aussi des preuves que ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou de New Age qui n'a pas de fondement. Ça vient de très très loin, en fait, la lithothérapie. Et puis vous apporter des informations très concrètes aussi sur pas mal de pierres, comment on les associe, par rapport à quelles problématiques, et comment concrètement aussi on va pouvoir prendre soin de ces pierres, comment on va pouvoir les utiliser, les nettoyer, les énergiser, etc. Je vais couper mon partage et je vais passer sur les slides. Tac. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions ou des réactions. Alors, merci d'être là, en présentiel ou en replay. J'ai une petite pensée pour Émilie et Aurélie qui, en fait, ont créé une association qui s'appelle Terre d'Étoiles sur mon territoire nantais, donc dans une ville près de Nantes qui s'appelle Rezé, et qui avait accueilli la première édition de cette conférence en octobre dernier. Et Aurélie s'était associée à moi en ouvrant sa boutique. Donc, en fait, petit coup promo, en fait, donc Aurélie, que j'aime beaucoup, a une boutique sur Facebook qui s'appelle Brock and Rock, comme rock and roll, Brock and Rock, et qui a une boutique physique. Et donc, ce qui était super, c'est que j'avais fait la conférence pendant 1 heure et demie, et ensuite, les gens ont pu concrètement explorer en fait toutes les pierres, parce qu'elle a énormément de choix, et puis faire des achats et tout ça. Donc, les gens avaient beaucoup apprécié le côté on passe au concret. On pourra moins faire ça. Je ne maîtrise pas encore totalement l'ubiquité quantique minérale, donc je ne pourrais pas créer les pierres de chez vous par la pensée, mais peut-être un peu dans quelques mois. Donc, c'est surtout que quand on aura le droit un peu plus de bouger et tout ça, je vous invite à découvrir sa boutique et en tout cas d'aller dans quel que soit le revendeur, mais d'aller découvrir aussi, d'aller à la rencontre des pierres en boutique. C'est toujours plus sympa d'avoir les conseils d'une passionnée qui tient la boutique plutôt que d'acheter sur Internet. Petit point pratique pour la visio, je vous demanderai juste de ne pas prendre de photos ni de capture d'écran. Également de ne pas enregistrer en audio ou en vidéo, ni de filmer ou d'enregistrer en audio. Parce que j'en garde la main là-dessus. Et de toute façon, vous aurez accès au replay. Donc, tout ce qui est partagé ici, en fait, est enregistré. Donc, le replay, je vous l'enverrai même pour les personnes qui sont en live donc, ce soir. Si vous avez des questions, vous m'interpellez à tout moment. Donc, pour me présenter brièvement, donc, je m'appelle Frédéric Bernier. Donc, j'ai plusieurs casquettes et entre autres, je suis énergéticien. Donc, je suis énergéticien holistique parce que j'aime bien appréhender des techniques variées et les croiser souvent. Donc, j'ai développé cette activité en périphérie d'autres activités principales depuis bientôt 2 ans et demi. Et il s'avère que depuis quelques mois, ça devient une activité importante, aussi importante que mon activité de coach et en émergence des talents. Et donc, c'est pas neutre en fait pour moi. Ça veut dire plusieurs séances de soins par semaine, là où j'en avais quand même beaucoup moins. Donc ouais, je dois faire 3-4 soins par semaine, donc c'est pas neutre. Et donc notamment en Reiki, en Access Bar, en lithothérapie, bien sûr, c'est le thème de la soirée. En kinésiologie aussi, je démarre. En Theta Healing. Et puis, sur le deuxième semestre, je commencerai les harmonisations informationnelles Grabov-Voyer.
Donc, il y a un site internet qui est en cours de construction. Donc, suivez-moi sur Facebook et puis vous aurez les infos petit à petit, mais j'en parle déjà. Donc, sur l'aspect lithothérapie, je me dis minéral chimiste. Alors, pourquoi minéral chimiste? Parce qu'en fait, j'utilise la lithothérapie, donc les minéraux, un peu comme un alchimiste. Je fais des compositions en fait minérales avec des chips de pierre, donc des petits morceaux de pierre que je mets dans un sachet et donc je compose de façon à la fois intuitive et raisonnée. J'ai des intuitions, donc je vais choisir les pierres en fonction de telle ou telle problématique et puis je vais les associer et je vais aller vérifier si mes intuitions sont justes pour traiter telle ou telle problématique. Et je propose ça aussi sous une autre forme plus originale que sont des élixirs. Et puis également en présentiel, je propose des soins minéraux, soit seuls, soit associés à du Reiki ou de l'Access Bar. Donc en gros, vous êtes allongé, habillé sur une table de massage et puis vous avez des pierres qui ont été programmées par rapport à la thématique qui vous préoccupe et qui sont positionnées à l'endroit de vos chakras, près de vous et qui vont agir pendant 1 heure pendant le soin. Donc c'est pour ça que je dis que je pratique la lithothérapie intuitive parce que même si je suis autodidacte, contrairement à toutes les autres techniques où je suis formé, certifié, bah là, en fait, je me suis formé tout seul avec pas mal de livres et puis pas mal de vidéos et aussi de façon intuitive. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, pour juste faire une introduction très, très rapide, vous dire que depuis plusieurs milliers d'années, en fait, ce qu'on appelle les pierres semi-précieuses, donc les minéraux, sont utilisés par différentes civilisations. On va voir lesquelles. Et globalement, j'aime bien dire que c'est soit pour soigner, pour protéger, ou encore pour fluidifier les relations. Pour moi, c'est vraiment les 3 grandes thématiques que j'ai catégorisé et que j'ai verbalisé. Et donc, on va voir l'histoire de la lithothérapie, le soin par les pierres, et on va voir aussi un panorama de pas mal de minéraux. Moi, pour information, je travaille avec 35, 40, ouais, à peu près 35 pierres différentes. Voilà. Sachant que j'en ai étudié plus de 400. Donc, j'ai étudié plus de 400 pierres, mais je travaille vraiment avec 10% d'entre elles. Voilà. Et on verra aussi comment entretenir vos pierres, les purifier, les recharger et les programmer. Alors, cette image, en fait, de cette statue avec comme un œil, un soleil avec cette pierre verte dans la paume de la main, ça parle un peu de religion, de spiritualité. Déjà, vous dire qu'au niveau étymologique, le mot lithothérapie, ça vient tout simplement du terme grec lithos, qui veut dire pierre, et puis thérapeia, qui veut dire cure. Donc, la lithothérapie, ça désigne assez naturellement l'art du soin par les pierres. Et en fait, quand on fait des recherches, on se rend compte que toute l'histoire de l'humanité est ponctuée depuis des millénaires par la présence des minéraux. Depuis les premiers outils rudimentaires fabriqués à la main, avant même de connaître, je crois, même le feu, jusqu'aux technologies les plus récentes, comme le quartz, qui est présent dans nos montres, en fait. Bon. Et nos ancêtres australopithèques transformaient la pierre pour en faire des outils comme ça, notamment pour la chasse. Et les australopithèques, c'est pas l'époque de Jésus-Christ, c'est pas il y a quelques milliers d'années, on parle d'il y a 3 millions d'années. Voilà. On parle il y a 3 millions d'années. Donc il y a déjà 3 millions d'années, on sait aujourd'hui grâce aux travaux, je cherche le terme de j'ai oublié le terme, c'est pas grave, mais en tout cas, grâce à nos recherches sur les australopithèques, on sait qu'il y a 3 millions d'années, certaines pierres, en fait, certains minéraux étaient utilisés, taillés, pour en faire des flèches, des outils pour la chasse, entre autres, mais aussi pour cuisiner. Par ailleurs, la lithothérapie, c'était une discipline officielle
en Égypte antique. Ça, c'est quelque chose qui était pratiqué couramment. Et à l'époque, les médecins de l'Égypte antique utilisaient les vertus des pierres pour soigner leurs patients en disposant plusieurs minéraux de façon précise et étudiée sur le corps. En gros, ce que je pratique moi aujourd'hui quand je positionne des minéraux, bon, souvent sous forme de boules ou de galets, au niveau des chakras. Donc, c'est vraisemblablement en lien avec cette pratique égyptienne antique. Et ce qui est intéressant, c'est que les Égyptiens ont associé aussi la symbolique des couleurs. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà très friands d'analyse de symbolique des couleurs et donc ils faisaient leur choix de pierre en fonction de la symbolique des couleurs et en fonction de l'endroit du corps. Donc on était aussi déjà très en lien avec ce qui est arrivé plus tard dans la culture hindouiste, avec le yoga Kundalini par exemple. Ici, vous avez une pierre en fait qui est issue de la Grèce antique, hein, qui est assez connue, où en fait ce sont des Grecs et des Romains qui se sont inspirés justement des cultures égyptiennes antiques et qui ont utilisé en fait déjà tout ce qui était interprétable, hein, par les traces que nous ont laissées les peuples égyptiens. Et les Grecs et les Romains ont étudié avec beaucoup de précision les cristaux à des fins médicinales. Donc, quand je vous parle d'élixirs, quand je prépare des élixirs, c'est quelque chose qui existait déjà en Grèce antique. Alors, on peut aussi voyager en Amérique du Sud. Donc, on a des civilisations d'Amérique du Sud qui sculptaient en fait des statues en pierre et en cristaux. Et on reconnaissait aussi dans ces statues des vertus. Donc, c'est des statues qu'on utilisait à des fins de rituels, des prières, des autels auxquels on allait déposer des vœux, des souhaits, des offrandes. Et effectivement, on trouve beaucoup de minéraux dans les statues antiques d'Amérique du Sud. Donc, qu'on peut mettre en lien avec le chamanisme. À d'autres endroits, d'autres civilisations, on a les Arabes, les savants arabes, parce que les Arabes ont beaucoup nourri en fait les sciences, beaucoup la mathématique, mais c'est un peuple aussi qui était très intéressé par les pierres et ils se sont amusés à les classifier. Ils ont poursuivi en fait les travaux des scientifiques, on peut les nommer comme ça, de l'Égypte antique, sur le symbolisme des couleurs. Et en même temps, ils ont associé ça au savoir traditionnel indien. Et donc, notamment issu de la philosophie bouddhiste et hindouiste autour des chakras. Donc, les chakras dont on va parler aussi. Alors, désolé pour ceux qui connaissent ça sur le bout des ongles, mais effectivement, je ferai une vulgarisation sur les principaux centres énergétiques issus du yoga Kundalini, donc ce qu'on appelle les chakras. Et également, durant le premier millénaire, l'étude des minéraux s'est approfondie en Occident, donc chez nous, mais aussi en Asie, en Amérique, en Afrique ou en Australie. Donc, en gros, de toute façon, aujourd'hui, on peut considérer que la lithothérapie, c'est quelque chose qui est pratiqué partout dans le monde, vraiment. Ici, vous avez sur ce vitrail, quand on essaie de gratter, de comprendre un petit peu plus récemment d'où ça vient, vous avez cette religieuse, en fait, bénédictine, qui s'appelait Hildegarde de Bingen ou de Bingen, je ne sais pas comment on dit, Bingen, qui a écrit en fait énormément de récits où en fait elle décrit, elle témoigne en fait de ses soins minéraux. Donc, elle a écrit tout un tas de cahiers où elle explique en fait ses expériences avec les minéraux et en quoi l'utilisation de tels minéraux pour telle maladie a apporté des guérisons. Au Moyen-Âge, on a trouvé aussi, on a parlé de traces sur les minéraux en Europe. Et les minéraux au Moyen-Âge étaient souvent utilisés sous forme d'élixir
ou de poudre aussi. Donc, on allait polir en fait les pierres, on allait les gratter, on allait utiliser en fait de la poudre de minéral. Donc, ça aujourd'hui, c'est une technique que je n'utilise pas parce que c'est une technique qui peut être dangereuse en fait. Il y a, il y a, il y a à boire et à manger, hein, comme dans beaucoup de disciplines, mais il m'est arrivé, par exemple, hein, de voir dans certaines boutiques ou sur certains marchés, l'été, en bord de mer, de voir des œufs des œufs de yoni. Donc, vous savez, c'est pour les femmes, en fait, l'œuf de yoni. Donc, c'est une pierre en forme d'œuf qui tient dans la paume de la main et que, en fait, la femme peut mettre, en fait, dans son vagin pour ses vertus, en fait, notamment faciliter en fait la fertilité, travailler sur le féminin sacré, etc., etc. Et en fait, il y a des minéraux qu'il ne faut surtout pas mettre en contact avec les muqueuses en fait vaginales. Et donc j'ai vu en fait des œufs d'ioni qui n'étaient pas du tout dans des minéraux qui étaient totalement inadaptés. Donc voilà. Donc ce genre de choses, c'est catastrophique. J'ai vu aussi quand vous faites des élixirs ou de la poudre de pierre, il faut savoir qu'il y a certains minéraux qui peuvent empoisonner. Voilà. Il y a certains minéraux qui sont des poisons, même à toute petite dose. Voilà. Donc, quand moi je prépare des élixirs, il y a certaines pierres qui sont poisons à ingérer. Et donc, j'ai des techniques pour préparer des élixirs sans que la pierre soit en contact physique avec l'eau. Contact énergétique, mais pas contact physique. Au Moyen-Âge, on avait aussi cette pratique de fumigation où on allait en fait associer des encens avec des pierres et ça, soi-disant, ça amplifiait aussi l'énergie de la pierre et ça dégageait l'énergie de la pierre, ça propageait l'énergie du minéral par le processus de fumigation. Alors, à partir du XVIIe siècle, hein, donc là, on se rapproche hein, de chez nous dans notre espace-temps, l'Europe redécouvre l'étude des minéraux grâce à ce monsieur, donc Nicolas Leméry. Nicolas Leméry, en fait, c'était qui? C'était le médecin de Louis XIV. Louis XIV utilisait la lithothérapie pour se soigner. Et vous avez une photographie de cette 8e édition de son ouvrage où effectivement à l'époque on parlait de chimie en fait hein, par rapport à l'usage des pierres. Et donc on parlait de chimie, de médecine. Voilà. De toute façon à l'époque ça fait seulement que quelques décennies en fait. Hein, c'est très frais qu'on a dissocié on a décidé de dissocier les sciences, mais pour moi, et c'est l'objet d'une autre conférence que j'animerai dans quelques semaines, on se rend compte que quand on réunifie les sciences et aussi la mystique, tout converge en fait. Donc à l'époque, effectivement, parler de chimie, parler de lithothérapie, parler de médecine, tout ça, ça choquait personne puisque ça faisait sens. Alors, en 1960, dans les années 70, en fait, donc là, on se rapproche, hein, à quelques décennies, le terme lithothérapie devient officiel hein, et devient une discipline à part entière qui est acceptée comme étant complémentaire à l'allopathie, aux médecines traditionnelles. Donc voilà, dans les années 70. Il y a une personnalité qui a aussi démocratisé la lithothérapie, qui est un monsieur qu'on connaît par ailleurs pour d'autres raisons. Je crois que c'est Edgar Cayce, je crois qu'on prononce Cayce. Si quelqu'un sait mieux que moi, je veux bien qu'il me corrige. Edgar Cayce, qui était un médium. Qui en fait a attiré l'attention du grand public sur les vertus curatives en fait des cristaux, des minéraux et sur leur pouvoir de guérison. C'est quelqu'un qui a été connu et reconnu sur des sujets tels que la réincarnation, la médiumnité. C'est quelqu'un qui a fait des prédictions qui se sont avérées justes, qui a fait des prophéties, qui faisait des lectures psychiques et qui guérissait. J'ai une citation de lui qui disait « Nombreux sont ceux qui affirment n'avoir aucunement conscience d'avoir une âme. Pourtant,
le fait qu'ils aient des espoirs, un désir de conditions de vie meilleures, qu'ils soient capables de tristesse ou de joie, permet de reconnaître l'existence d'une activité intérieure qui se rattache à un élément essentiellement intemporel, un élément en eux qui ne s'éteint pas avec le dernier soupir, mais s'alimente à la source d'où il tire son origine, l'âme. Donc, en fait, il a partagé à son époque une philosophie assez impressionnante et des techniques thérapeutiques assez nombreuses. Et encore aujourd'hui, on considère post-mortem comme un grand médium et un précurseur du New Age. Je vous conseille un livre par rapport à ça qui s'appelle Les pierres qui guérissent d'Edgar Cayce, qui est un livre qui a été publié. J'ai trouvé un livre qui date des années 90. Je vous le mets dans le chat pour partage. Hop. Tac. Alors, où est-ce que c'est? C'est là. Alors, le converser, c'est là. Hop. Voilà, un lien. Alors, désolé, c'est sur un site internet qui est pas toujours apprécié, mais peut-être que vous le trouverez ailleurs. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Comment je suis arrivé à la lithothérapie. En fait, assez incroyable. Alors, désolé si ça coupe un peu, j'ai des soucis de connexion. Une expérience sensorielle assez incroyable lors de ma première rencontre avec une labradorite qui est là. Donc voilà, je vous la présente. Ce petit galet de labradorite. Ce qui s'est passé, c'est que dans une boutique, je regardais un petit peu les pierres et puis il y avait les labradorites qui me faisaient de l'œil. Bon, c'est vrai que c'est des pierres qui sont assez flatteuses, hein, qui sont vraiment magnifiques, hein. Et je le regarde avec insistance et puis tout d'un coup, je me pose immobile, en contemplation, et puis tout d'un coup, je vois les reflets à l'intérieur de la pierre commencent à danser sous mes yeux. Et là, je me frotte les yeux, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que normalement, vous avez énormément de reflets, hein, mais pour que vous puissiez voir les reflets dans la labradorite, il va falloir que soit je bouge la pierre, soit vous soyez en mouvement autour de la pierre. Okay, c'est un principe simple scientifique de reflets de lumière, hein, pour parler très simplement. Et là, en fait, eh bien, les reflets n'arrêtaient pas de danser alors que la pierre était immobile et moi aussi. Et alors là, ça a été une expérience sensorielle quand même assez troublante. Donc, je décide de l'acheter. Et depuis, en fait, je nourris un amour curieux et très connecté finalement, on parlait de connexion comme Cécilia, aux pierres semi-précieuses. Donc, elle me parle et c'est pour ça que je pratique la lithothérapie de façon intuitive. C'est peut-être pour ça aussi que je suis autodidacte sur cette discipline énergétique. Parce qu'en fait, j'ai intuitivement des interprétations d'usage de certaines pierres et quand je suis allé vérifier dans des ouvrages, globalement, c'était assez juste en fait. Voilà. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément rationnel, mais qui est bien là. Donc, au début, en fait, j'ai expérimenté avec des clients en coaching de façon gratuite, hein, et de façon empirique, hein, parce que je me dis, tiens, telle personne a telle problématique, je me dis que telle pierre pourrait être utile. Donc, je prêtais des pierres en suggérant de les utiliser d'une certaine façon sur des thématiques plutôt émotionnelles, voire spirituelles. Et je demandais ensuite aux personnes de me les ramener et de me donner voilà, leur feedback. Et en fait, c'était assez bluffant parce que moi, je débutais dans ma découverte de la lithothérapie et mes clients, en général, n'y connaissaient rien. Et ils étaient tout aussi étonnés que moi. Voilà. Donc, j'ai des anecdotes quand même qui sont assez bluffantes par rapport à ça. Donc, j'ai décidé d'en faire un vrai sujet, en fait, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc, voilà pour la petite histoire me concernant. Alors, ce visuel, en fait, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est un de mes mentors. Il s'agit de Nikola Tesla. Pourquoi parler de Nikola Tesla dans une conférence sur la lithothérapie?
En fait, j'aime bien dire que, en général, j'ai constaté quelque chose d'assez, je trouve vraiment dommage et un peu bête finalement, mais c'est que globalement, l'humain moyen, en général, considère que ce qui est immobile, silencieux ou encore invisible n'existe pas ou n'est pas vivant. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne fait pas de bruit ou qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Bon. Et c'est encore moins vivant. Bon. Et en même temps, ça ne dérange personne de croire ça, tout en utilisant au quotidien des technologies sans fil basées sur des ondes, que ce soit le Wi-Fi, le GPRS pour votre téléphone, le micro-ondes, le Bluetooth, et puis bientôt, ce qui va nous cramer nos neurones, la 5G. Le monde entier, en fait, est ralenti depuis 1 an par une pandémie, un virus invisible à l'œil nu. Il existe bien ce virus, hein, je crois, hein, donc, et pourtant, on ne le voit pas. Donc, d'où vient l'énergie des pierres? Pourquoi je parle de ça? En fait, les pierres, on peut le mesurer, elles sont vivantes. Elles ont un taux vibratoire, c'est-à-dire que les pierres émettent des ondes. Et ça, on peut le mesurer. La pierre qui a été la plus souvent mesurée, c'est le cristal de roche ou le quartz blanc. Qu'on utilise même dans des équipements électroniques pour utiliser dans les sciences physiques en particulier. Donc, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites avec le quartz. Et on sait que le quartz émet des ondes. Voilà. Et si vous avez un certain type de quartz dans votre montre, c'est qu'en plus, ces ondes ont des degrés de précision en termes de fréquence qui sont extrêmement fines. Voilà. Donc, les pierres sont vivantes, tout comme le règne animal ou végétal. En fonction de leurs propriétés physiques, les pierres vibrent à des fréquences variables selon leur nature, leur nature, on va dire, géologique, selon leur couleur et selon leur composition. Et donc, de la même façon qu'il est prouvé depuis longtemps que notre cerveau émet des ondes différentes en fonction de votre état, si vous êtes en sommeil profond, si vous êtes en hyperactivité, si vous êtes concentré, si vous êtes en méditation, vous allez émettre des ondes différentes, tantôt des ondes alpha, tantôt des ondes θ, etc. Les pierres émettent des ondes également. Donc, Nikola Tesla nous disait que tout est vibratoire. Et le jour où le monde comprendra que tout est vibratoire, nous ferons des bonds de géants. Maintenant, on va parler des chakras, même si c'est fait une révision pour certains, certaines. Pour d'autres, ce sera une introduction. J'en parle parce qu'en fait, j'associe dans la suite logique de ce que je vous ai dit, par rapport à toutes les civilisations antiques qui nous ont précédés, comme nos ancêtres, j'associe en fait les minéraux au centre énergétique. Donc les minéraux, en fait, alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les minéraux permettent de rééquilibrer nos chakras. En fait, quand on a un souci de santé, quel qu'il soit, nos centres énergétiques sont affectés. Et on peut entrer dans une spirale négative, en fait. Donc, il faut soigner le mal à la source en rééquilibrant les chakras. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'hindouisme, c'est le yoga kundalini et plein d'autres techniques thérapeutiques périphériques à tout ça. Même en médecine chinoise, on parle de ça. Donc, en fait, on pourrait dire, et là, je vais utiliser un vocabulaire grabovoïen, de Grigory Grabovoi, qui est un physicien russe qui est assez révolutionnaire, on va normaliser l'identité numérique de vos cellules. C'est-à-dire qu'on va remettre à la norme les cellules, puisqu'en fait, les cellules sont des organismes vivants qui sont à l'intérieur, sont composés de molécules, même d'atomes. Ensuite, en subatomique, on trouve les particules, des protons, des neutrons, etc. Et on arrive à la physique quantique, avec des bizarreries qu'on observe en mécanique quantique, qu'on a découvert au début du siècle dernier. Et donc, on sait de différentes sources que cette énergie, en fait, qui est tantôt vibratoire, tantôt particulière, elle contient de l'information.
C'est ce qui fait qu'en génétique, en épigénétique, on sait que dans notre ADN, on porte en nous les croyances limitantes de nos ancêtres, notamment. Et donc, on a de l'information dans l'énergie, et l'énergie, elle se traduit soit par de l'onde, soit par une particule. Donc, elle se crée dans la matière, ce qu'on appelle l'énergie baryonique, dans l'infiniment petit, et par effet fractal, avec la géométrie sacrée, le nombre d'or et la suite de la courbe de Fibonacci, etc., eh bien, ce qui est vécu en micro est reconstitué en macro et crée ce que vous voyez, en fait. Donc voilà, donc tout ce que vous voyez, tout ce qui vous entoure est fait de vivant et constitué d'énergie. Donc même votre bouteille d'eau, même votre smartphone, même votre stylo est composé exactement de la même chose que votre corps. Donc, tout ça est vibratoire, comme le disait Tesla. Alors, donc on va s'intéresser justement au centre énergétique. Alors, le chakra, c'est quoi? Chakra, ça vient du sanskrit, en fait, ça veut dire roue ou ça veut dire disque. C'est souvent représenté par des donuts, en fait, des anneaux. On peut dire que les chakras, ce sont des centres énergétiques par lesquels passe l'énergie vitale, qu'on appelle aussi le qi dans le feng shui chinois. On appelle ça le prana en Inde. Voilà. Le champ magnétique de la Terre, c'est un bel exemple de la circulation de l'énergie parce que ça entre par le bas, ça traverse le disque verticalement pour ressortir par le haut et redescendre sur les côtés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer à l'échelle planétaire. Ça forme en fait ce qu'on peut appeler un torus en fait. Voilà. Dans le corps humain, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui circule dans chaque chakra. Ça, c'est issu en fait de la médecine traditionnelle indienne. On parle bien de médecine depuis 5 milliers d'années. On aurait, selon la médecine indienne, près de 90 000 centres énergétiques dans le corps humain. Mais on en dénombre essentiellement, se sont accordés des médecins indiens pour dire qu'il y avait essentiellement 7 chakras. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très popularisé. On a beaucoup de tourisme spirituel qui tourne autour de ça aussi. Donc, on sait que voilà, globalement, on a plus ou moins une idée des 7 chakras. Donc, on va voir en fait comment on peut associer des pierres à ces chakras. Ces 7 chakras, comme je vous le montre dans l'image, sont situés en fait au niveau de votre corps. Et donc, vous voyez en image où ils se situent. Les chakras, en fait, on en parle donc en médecine indienne avec la méthode ayurvédique. Comme dans la médecine traditionnelle chinoise, la médecine indienne qu'on appelle Ayurveda conçoit le corps humain en fait comme un microcosme dans lequel l'énergie circule à travers les chakras. On trouve aussi la notion d'éléments. Il y a aussi l'eau, le feu, l'air, la terre et le 5e élément qu'on appelle souvent l'éther, qui va déterminer ce qu'on appelle notre dosha. Voilà. L'éther, la notion d'éther, c'est ce vide qui n'est pas vide. C'est un concept en fait qui est issu de l'astrophysique, de la physique quantique et qui est aussi un sujet d'étude en philosophie spirituelle. La santé, en fait, dans la médecine ayurvédique, la santé résulte d'un équilibre entre les 5 éléments et d'une circulation fluide de l'énergie. Et à contrario, un déséquilibre ou une mauvaise circulation de l'énergie va affecter notre santé. Donc, en fait, tout l'art de l'accompagnement de la médecine ayurvédique, c'est de rééquilibrer en fait les centres énergétiques pour créer en fait un phénomène d'autorégulation du corps et de l'énergie et permettre à la personne de retrouver son équilibre naturel ou, selon Grabovoi, de remettre tout ça à la norme. Alors, comment on peut ouvrir ces chakras? Alors, souvent, vous voyez les images, en fait, symboliquement, les chakras sont représentés par des fleurs de lotus qui ont des formes variées. Et donc, quand une fleur de lotus est fermée, c'est-à-dire que le chakra, il est encrassé et qu'il y a un nœud et qu'il n'est pas à la norme et qu'il n'est pas, il n'y a pas de fluidité dans le passage de l'énergie. Donc, d'où l'expression ouvrir ses chakras. Ouvrir ses chakras, ça vient de là. Ça veut dire que quand les fleurs de lotus s'ouvrent de façon ascensionnelle, les uns après les autres, idéalement,
de bas en haut, eh bien, vous avez une circulation d'énergie qui est extrêmement vertueuse pour le corps. Donc, non seulement vous êtes en santé, mais ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'on peut expérimenter ce qu'on appelle des éveils de Kundalini, ou des montées de Kundalini, où vous allez potentiellement faire une expérience spirituelle extrêmement puissante avec temporairement des sensations d'extra-lucidité, d'extrasensorialité, etc. Des choses qui sont comparables à des témoignages qu'on peut collecter du côté des chamans, par exemple, lors d'expériences de prise d'ayahuasca, donc de plantes hallucinogènes, de plantes médecines dans la culture chamanique. Alors maintenant, on va voir les chakras associés aux pierres. Et là, vous allez voir, on change de registre. Et là, je vais vous parler d'un registre qui n'a juste rien à voir, mais c'était juste pour le fun. C'est qu'en fait, je suis fan de super-héros. Je suis fan de comics, Marvel, DC Comics, tout ça. Et en fait, je me suis amusé à associer en fait, des super-héros aux chakras et aux pierres. Donc, on va aller voir en fait, nos 7 chakras principaux. Donc, en premier lieu, en fait, on a le chakra racine qu'on appelle le Muladhara, qui se situe au niveau de tout en bas de votre colonne vertébrale, au niveau de votre coccyx, en fait. On associe à ce chakra la couleur rouge et parfois, en couleur dominante, parfois la couleur noire également. Donc, c'est la force de survie, c'est le lien avec la terre-mère. C'est ce qui nous donne l'énergie de combat, la force de s'imposer. C'est ce qui va nous poser les bases de la santé. C'est lié à la circulation du sang, aux jambes, aux glandes surrénales, ça c'est au niveau médical. Et en fait, quand un chakra racine est bien équilibré, et bien ouvert, décrassé, eh bien, on a une sensation de stabilité et de calme, en fait, à la fois physique et à la fois émotionnelle. Et s'il est déséquilibré, ça va plutôt augmenter l'agressivité, l'intolérance, mais aussi l'épuisement, sensation d'épuisement. Voilà. Donc, pour travailler sur ce chakra, moi, je vais utiliser différentes pierres. Donc, je vais vous les partager. On peut utiliser ce qu'on appelle de la jaspe rouge. On peut utiliser de la tourmaline noire. On peut utiliser aussi du cristal fumé, du rubis, mais une forme de rubis, ce qu'on appelle c'est un rubis. Et on peut utiliser également du grenat. Donc, je pense que la pierre que vous voyez, je crois que c'est du grenat, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, dans les pierres les plus puissantes, on peut utiliser l'obsidienne. Ou encore l'œil de taureau. L'œil de taureau qui ressemble à l'œil de tigre, mais qui tire sur une teinte bordeaux, en fait. Voilà. Donc, voilà les pierres qu'on va pouvoir utiliser au niveau du chakra racine. Ensuite, on va aller sur le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, qu'on appelle aussi le Swadhisthana, qui est situé entre le pubis et le nombril, dont la couleur dominante est le orange. Le chakra sacré, en fait, stimule la créativité à la fois sur le plan physique, sur le plan physiologique, parce que c'est le siège de la fécondation, la créativité au sens artistique également, et c'est aussi l'énergie de la sexualité. Et sur le plan physique, en fait, c'est très lié aux reins, à la vessie, aux intestins, aux ovaires aussi, à la prostate. Et donc, avoir un chakra orange équilibré, ça va nous permettre en fait de bien savoir réguler nos émotions et nos pulsions, notamment dans nos relations. Et à contrario, un chakra qui est déséquilibré à ce niveau-là, ça va générer de l'anxiété, ça peut générer de la jalousie. Elle a toujours ce réflexe en fait de se comparer aux autres. Donc pour moi, le chakra sacré, il est vraiment très important parce que on a vraiment ce lien avec aussi au niveau professionnel avec la gestation de projet. Quand on est entrepreneur,
quand on est un particulier avec un projet, quel qu'il soit, un projet d'entreprise, un projet immobilier, un projet de couple, tout ce qui est projet, en fait, va interpeller le chakra sacré. Et puis, c'est aussi, quand on va travailler là-dessus, on va faire la paix aussi avec notre féminin sacré ou notre masculin sacré. Aussi, on peut aller explorer nos croyances limitantes par rapport à la sexualité. Voilà, c'est aussi très associé au tantrisme, en fait, hein, à la sexualité sacrée. Donc, c'est un sujet, le chakra sacré, pour moi, c'est un sujet d'exploration qui est très riche, en fait, et qui peut se travailler sur plusieurs couches, en fait. Donc, les pierres qu'on va associer au chakra sacré peuvent être toutes les pierres oranges, hein, donc la cornaline, par exemple, la pierre de soleil, la topaze impériale, magnifique pierre. Aussi une pierre qui est très connue, qui est l'ambre, qui est un minéral particulier. La calcite orange aussi. Alors la pierre qu'on a là, je ne sais plus si c'est une calcite ou une cornaline. C'est peut-être une cornaline, je ne sais plus. Donc les pierres oranges. On monte d'un étage pour aller découvrir notre chakra solaire. Donc, le chakra du plexus solaire qu'on appelle Manipura. Donc, Manipura, il est situé au niveau de votre plexus, en fait. Plexus, abdomen, on associe la couleur jaune à ce chakra. Et là, en fait, c'est ce qu'on appelle le centre de toutes les énergies. Là, c'est vraiment l'affirmation de soi, sa sensation de force, de santé, de capacité à réaliser les choses qui nous tiennent à cœur. Et donc, on est vraiment sur un sujet d'affirmation de soi et de ce qu'on a à offrir au monde. Au niveau physique, en fait, c'est très lié à l'estomac, au foie, au pancréas, à la rate aussi. Et donc, un chakra jaune qui est équilibré, c'est synonyme d'une énergie personnelle bien maîtrisée. Vraiment, on va bien maîtriser son énergie. Ça parle de confiance en soi. Ça parle de bonne connaissance de soi. Et ça peut aussi parler d'altruisme. Donc, il y a vraiment une énergie d'émission vers les autres. Et au contraire, quand on a un blocage au niveau du torse, on peut le sentir hein, physiquement, quand on a l'impression d'avoir un étau sur notre torse, eh bien, ça peut parler d'une problématique soit d'ego trop important, injuste, ou alors au contraire, ce qui est le plus courant, d'une affirmation de soi qui n'est pas faite, hein, d'un problème de syndrome de l'imposteur, de complexe d'infériorité, de plafond de verre, de croyances limitantes, d'auto-sabotage, voilà, tout ce qu'on explore souvent en coaching ou en thérapie. Ça peut parler d'égoïsme aussi, voilà, d'un manque d'altruisme. Les pierres associées au chakra du plexus solaire sont des pierres plutôt jaunes. Donc, comme là, on a un bout de quartz. Donc, de la jade, on peut trouver de la jade jaune. On peut trouver de la citrine. La citrine, c'est très classique. Et on peut avoir aussi le soufre. Le soufre peut être un minéral qui est associé au chakra solaire. Donc, typiquement, je ne vais pas vous faire un élixir de soufre, par exemple. Alors que je peux vous faire un élixir de jade avec beaucoup moins de risques hein, d'empoisonnement. Alors, on continue à monter et puis là, on va faire vibrer votre cœur. On est sur le chakra du cœur qu'on appelle Anahata, qui est situé entre les seins, au milieu de la poitrine. La couleur dominante est tantôt le vert, comme je l'ai mis ici, avec Hulk, avec Green Lantern, mais c'est aussi le rose. Voilà, on associe souvent le vert ou le rose. C'est plus souvent le vert, mais moi, c'est vrai que je l'associe plus facilement au rose. Donc là, la fonction du chakra du cœur, on est vraiment dans l'amour. Donc, ça vient travailler sur ce qu'on peut donner, ce qu'on peut recevoir. Ça va favoriser la communion d'idées. Donc, c'est aussi tous les sujets d'alliance, de partenariat, de construire à deux, de faire des binômes, des duos. S'associer. Et puis, bien sûr, c'est le couple. Mais c'est aussi le rapport à l'amour inconditionnel, donc le sujet de l'amour inconditionnel, l'altruisme voilà, sans condition. Donc, ça parle beaucoup de générosité. Donc, un chakra qui est bien ouvert, bien déployé, ça va faire des personnes généreuses, des personnes qui
vont avoir tendance à beaucoup moins juger son prochain que d'autres personnes. Une capacité aussi à la résilience qui est plus forte, à la croissance post-traumatique, plus rapide. Et inversement, un chakra fermé, un chakra du cœur fermé, ça parle beaucoup de vulnérabilité affective, dépendance affective. Je suis bien placé pour en parler, puisque je connais bien le sujet, je me soigne. Je me suis bien soigné, mais j'ai bien douillé. Et puis, ça peut parler aussi de personnes qui sont en dépression chronique, des gens qui, voilà, on a vraiment des troubles émotionnels, hein, et donc on peut même associer des troubles psychanalytiques aussi, hein, qu'on peut explorer en psychanalyse. Donc, un chakra du cœur qui va mal, c'est terrible, hein, parce que on passe à côté de sa vie, à côté de l'incarnation, à côté de cette possibilité d'être en joie au quotidien, de donner de l'amour aux autres, d'être dans un cercle vertueux. Donc voilà. Les pierres qu'on va associer en fait au chakra du cœur vont être tantôt roses, tantôt vertes, hein, c'est logique par rapport à l'association de couleurs. Donc on peut avoir du quartz rose, qui est une pierre très courante, la tourmaline verte. On peut trouver dans les pierres aussi précieuses, hein, on peut aller dans l'émeraude, qui est plus rare et beaucoup plus coûteuse. On peut être sur de l'aventurine. Alors je crois que ça c'est de l'aventurine, mais peut-être qu'elle n'est pas assez claire, mais peut-être ça. La pierre que je vous montre, l'aventurine verte. Il y a des pierres un peu moins connues comme la moraganite, voilà, moraganite. Et puis en pierre rose mouchetée de gris ou de blanc, vous avez la rhodochrosite, qui est une très belle pierre aussi, qui est à la fois une pierre d'ancrage et une pierre en lien avec l'amour. La rhodochrosite, en fait, va permettre d'associer le chakra racine avec le chakra du cœur. Je trouve ça va nous permettre de nous positionner par rapport au sujet de l'émotionnel. Est-ce que tout va bien? Est-ce que mon monologue vous nourrit ou est-ce que vous vous endormez? Est-ce que tout va bien? Ça va? Ouais, vous pouvez me faire des petits coucous, ça va? Ok. Avez-vous des questions à ce stade ou j'enchaîne? Non, ça a l'air d'aller. Ok. N'hésitez pas à faire signe dans le chat si besoin. Alors, on continue à monter, on arrive au niveau de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, qui est le centre de la communication, qui s'appelle le Vishuddha. Qui est donc au niveau de la gorge et qui s'étend vers les oreilles. La couleur dominante, c'est souvent soit le bleu clair ou alors le turquoise, en fait. Voilà, le bleu-vert. Et ça va parler de communication, donc de capacité à s'exprimer à l'oral, à l'écrit. On est beaucoup dans l'oral, mais ça peut être à l'écrit. Un chakra vraiment très ouvert, chakra de la gorge très ouvert, ça peut favoriser ce qu'on appelle la clairaudience. Donc la clairaudience qui serait une capacité d'entendre en fait des messages, de canaliser des messages. Ça permet en fait d'équilibrer les relations, d'avoir de bonnes relations grâce à la communication, et aussi d'exprimer ses émotions. Ça, c'est important. Parce qu'à l'inverse, un chakra de la gorge encrassé, ça va faire des personnes qui vont se créer des maladies parce qu'elles n'arrivent pas à sortir. Là, je pense à Cécilia qui a un parcours de chanteuse et de coach vocal, et voilà, qui est incarné pour ça, en partie en tout cas, pour libérer la parole chez les autres. En fait, voilà, quand, je ne sais pas si ça te parle, Cécilia, mais cette idée, ça va si tu abondes, mais je pense que les personnes qui ont un chakra de la gorge encrassé, quand elles ne peuvent pas exprimer des choses qui ne sont pas sorties, elles restent à l'intérieur et elles vont prendre des formes différentes qui peuvent créer des maladies, qui peuvent créer vraiment physiologiquement des maladies. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécilia. J'en pense, oui, forcément. Là, tu prêches une convaincue. Effectivement, il y a dans la langue des oiseaux la maladie, le mal à dire, donc du mal à dire quelque chose,
des émotions qui restent coincées, aussi je dirais, une mémoire traumatique, corporelle, d'événements passés qui restent cristallisés, je dirais, dans certains endroits du corps et qui empêchent les gens d'exprimer leur plein potentiel, leur talent, la vie qui est faite pour eux, en fait. Donc, tu vois, ça rejoint aussi l'histoire de ses talents, de pouvoir exprimer ses talents, de pouvoir exprimer sa créativité. Donc oui, je confirme. La gorge, le chakra de la gorge, c'est sa capacité, c'est à récupérer son pouvoir personnel sur sa vie et sur son avenir, quoi. Enfin, voilà, je m'arrête ici pour te laisser continuer. Merci Cécilia. Avec Euh, plaisir. Au niveau physique, en fait, on associe le chakra de la gorge à la thyroïde, ça paraît logique, mais aussi aux oreilles, et puis à toute la gorge en général. Et donc, les pierres associées au chakra de la gorge peuvent être, ici, ce que vous avez à l'image, c'est de la turquoise. C'est une pierre que je trouve vraiment magnifique. Vous avez aussi de la topaze bleue, très belle pierre aussi. La calcédoine bleue, de la calcite bleue aussi, qui sont des pierres assez classiques. Il y a une pierre qui est très belle aussi, couleur plus claire, qui est la célestine. Que moi j'associe, j'ai tendance à associer au chakra de la gorge. Vous avez aussi l'aigle marine, quoi. L'apostrophe aigle marine, qui je crois est une pierre assez claire, qu'on va associer au chakra de la gorge. Il y a beaucoup de douceur en fait sur ce chakra. Alors, on va rejoindre Captain America et Batman, ça m'a fait rire la posture. On va parler du chakra du troisième œil. Donc là, on monte, et là, on arrive à la glande pinéale, donc ce troisième œil qui est au niveau de votre front, au centre de votre front, horizontalement, verticalement. C'est le chakra, ce qu'on appelle le chakra du commandement, donc on l'appelle Ajna, avec un J, Ajna, qui est situé, voilà, donc moi, alors souvent on le situe à partir au-dessus en fait des sourcils, et puis ça monte en fait, voilà. Il faut savoir que par rapport à ce qu'on appelle la glande pinéale, il faut savoir que la glande pinéale a la forme d'un œil. C'est-à-dire que à l'intérieur de votre boîte crânienne, vous avez effectivement un œil masqué. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec nos deux yeux, qui ont physiologiquement plein de spécificités, qui sont plein de fragilité et extrêmement de complexité. L'œil, c'est une partie du corps les plus complexes à réinventer, à reproduire. Et en fait, par contre, vous voyez la forme des yeux qui est en forme d'amande. Et ben, vous avez en fait la glande pinéale qui a exactement cette forme d'amande, mais à la verticale. Voilà. Ce troisième œil, pour l'anecdote, j'ai appris il y a vraiment très peu de temps que en exerçant à répétition certaines pratiques, on est capable de voir avec le troisième œil, au sens littéral. C'est-à-dire que vous fermez vos deux yeux, vous regardez autour de vous, vous tournez la tête et vous êtes capable de voir ce que normalement vous voyez avec les deux yeux. Donc ça, c'est quelque chose expérimental dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Notamment en Asie, en fait, c'est pratiqué en Asie. Donc, c'est un sujet que je vais aller explorer. En tout cas, ce troisième œil, symboliquement, on l'associe à la connaissance, au discernement, à la réflexion, à la connaissance de soi. Et d'ailleurs, au niveau physique, en fait, on l'associe au cerveau, au nez, aux yeux, et aussi au système nerveux en général. Alors, Cyril, tu nous dis une forme de pain doux pinéal. Ouais. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui, c'est vrai que c'est une glande qui a une forme, une petite glande au milieu du cerveau, comme tu l'as expliqué, qui a une forme de pomme de pin. Et d'ailleurs, cette pomme de pin a été reprise au sein de l'Église catholique. On a souvent ce symbole en haut de sceptre de cette pomme de pin qui est effectivement la clairvoyance, la lucidité, l'éveil de la conscience, entre guillemets.
très tôt, je ne sais plus si c'est, je ne sais plus qui, je crois que c'est Platon qui disait que c'était le foyer de l'âme, c'était le siège de l'âme. Donc voilà, donc très, très tôt, hein, quand on a disséqué les cerveaux, on a constaté cette glande et à quel point d'ailleurs beaucoup de théories ont été, plus que des théories d'ailleurs, hein, il y a des vrais sujets, alors je ne voudrais pas être dans la liste des gens complotistes, mais il y a des écrits sur le sujet. Et ces écrits consistent à dire que cette glande, pour, on va dire, lobotomiser un petit peu la population, il s'agit de la cristalliser. Et le fluor, par exemple, cristallise la glande pinéale et d'autres composantes. Et qu'en l'occurrence, certains mettaient du fluor dans l'eau pour justement cristalliser. Voilà. Et il y a des expériences qui ont été faites, vous retrouvez ça sur Internet, où c'était en Australie, ils ont fait des exercices en changeant l'alimentation, en changeant les modes de rythme des enfants. Et ils ont constaté que cette glande évoluait et que le comportement et la lucidité des enfants changeaient aussi. Donc, il y a toute voilà, plein d'examens à chercher, mais vous trouverez ça assez facilement. Voilà ce que je peux en dire, parce que le sujet m'avait un peu intéressé. Super, c'est excellent. Il y a des choses que je ne savais pas. Super, merci pour ton partage, Cyril. Alors, lorsque le chakra du troisième œil est clair et ouvert, eh bien, ça va parler effectivement de clairvoyance, d'intuition aussi et de discernement, comme j'ai déjà dit. Pour moi, c'est le siège de la compréhension du monde aussi, hein. Donc, c'est aussi une forme de compréhension rationnelle aussi de l'univers et de son exploration. Et les interprétations du chakra du troisième œil font moins l'unanimité que d'autres chakras, puisque certains vont déjà l'associer à la spiritualité, alors que dans d'autres courants, on va réserver la notion de spiritualité au chakra suivant. Donc, ça dépend des univers culturels. En tout cas, les pierres qu'on va associer à ce chakra vont être, par exemple, sur là, c'est une labradorite, mais donc la lapis lazuli, la sodalite, l'azurite, ou encore le saphir bleu, qui est là plus rare, plus cher. Voilà, vont vraiment permettre d'améliorer la communication. Donc, le plus classique, moi, j'aime bien porter du lapis lazuli en collier, en fait, assez court pour l'avoir près de la gorge. Comme ça se rapproche un petit peu du troisième œil. Il y a dans les projets en carton, comme j'en ai toujours, il y a un sujet qui m'intéresse en fait, donc c'est un projet que je n'ai pas encore développé, je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer ou pas, mais en tout cas, j'ai constaté qu'aujourd'hui, en termes d'accessoires de mode en Occident, en tout cas, dans la façon de nous habiller, nous avons des vêtements, nous avons des accessoires et il y a certains chakras qui ne sont pas accessoirisés d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue accessoire, esthétique, etc. Et c'est bien dommage parce qu'on pourrait en fait associer des minéraux à certains endroits. Et donc, par exemple, chez les hommes, ça paraît très étonnant d'avoir, par exemple, un serre-tête avec un serre-tête comme ça au niveau de la boîte crânienne avec des lapis lazuli incrustés dans un métal ou dans un tissu, etc. Alors que typiquement, c'est quelque chose qui serait extrêmement utile et qui favoriserait justement l'ouverture du troisième œil. Il y a aussi, voilà, les femmes peuvent porter des petits galets. Moi, je le conseille aux femmes. Il y a certains galets, par exemple des galets de malachite ou de quartz rose, des petits qu'on va pouvoir mettre dans le soutien-gorge, qui vont pouvoir être placés près du cœur et qui vont agir sur le chakra du cœur. Quand on est un homme, c'est plus compliqué. Il faut avoir un t-shirt ou une chemise où on va pouvoir le mettre dans la pochette. Bon. En tout cas, il y a
je vous livre ça juste comme ça en partage, mais il y a un vrai sujet dans le domaine de la mode, dans le domaine du stylisme, quelque chose à créer en fait ou à recréer en termes d'accessoires pour pouvoir incruster en fait des minéraux dans les vêtements que nous portons. Voilà. On va parler maintenant du 7e et dernier chakra, qui est le chakra de la couronne, ou le chakra coronal ou coronaire, selon les traductions, qu'on appelle le Sahasrara, le Sahasrara. Alors j'aime beaucoup cette image parce que c'est l'armure en fait de Wonder Woman. Wonder Woman, on ne la connaît pas comme ça, mais c'est une héroïne qui est d'habitude, voilà. Mais dans le tout dernier opus, en fait, elle va revêtir une armure divine d'or. Elle est intégralement revêtue d'or et puis voilà, un petit peu d'argent sur les avant-bras. Et donc, l'or est souvent une couleur qu'on associe au chakra coronal. Alors, le chakra de la couronne, petit clin d'œil quand même d'une amie qui m'avait dit ça au début de la pandémie. En fait, voilà, c'est intéressant juste de constater que la Covid-19, avant, on l'appelait sur la souche première, alors je ne suis pas spécialiste, hein, mais on a beaucoup parlé, avant de parler de Covid, on a parlé de corona. Voilà. Donc, on a parlé du virus corona. Quand vous prenez le mot corona, en fait, c'est juste quand même intéressant juste de constater que c'est presque le même mot que chakra coronal, chakra couronne ou chakra coronaire. Voilà. Sachant que ce chakra, il est là pour nous éveiller spirituellement à plus de lucidité, à plus de clairvoyance, etc. Voilà. Donc, c'est libre d'interprétation, mais je trouve que c'est intéressant d'ouvrir des réflexions autour de ça. Comme Cécilia le disait, on parlait du langage des oiseaux, qui est une technique de communication secrète des alchimistes qui sont toujours présents. On cache dans les mots de façon poétique des messages, et donc c'est intéressant dans les sonorités d'essayer d'interpréter des choses. La couleur associée au chakra coronal, qui se situe au niveau du sommet du crâne, hein, c'est vraiment au niveau à la fleur du crâne. Donc c'est l'or, c'est aussi le blanc. Et c'est également le violet. Voilà, toutes les nuances de violet. Violet, or et blanc. Alors, c'est la plupart du temps, d'un point de vue populaire, c'est souvent associé à la couleur violette, mais on peut aussi régulièrement constater que c'est associé à l'or ou au blanc. Le chakra coronal a une fonction cosmique qui nous relie au divin. Il y a vraiment cette connexion à plus grand que soi. Donc pour les personnes qui pratiquent une religion, c'est vraiment le lien au divin. Pour les personnes qui, comme moi, ont plus une vision moins dogmatique, mais plus spirituelle, donc ça parle de notre, quand on en fait l'expérience, de notre capacité à se sentir connecté dans l'infiniment petit à quelque chose qui est plus grand que nous dans l'infiniment grand, de façon joyeuse et sereine, avec une sensation d'être déconnecté de l'espace et du temps, qui est ma définition de la spiritualité, ça s'opère au niveau du chakra coronal. On va associer encore une fois le cerveau au niveau de chakra et aussi tout ce qui est connaissance spirituelle et moins connaissance scientifique, rationnelle, etc. Donc, un chakra coronal ouvert nous permet de nous sentir connectés à l'univers, au tout, au créateur de tout ce qui est, à tous les mots que vous pouvez imaginer autour du concept du divin. Et plus il est fermé, plus l'individu a la sensation d'être isolé. Ça, c'est intéressant. Quand les personnes ont un chakra coronal encrassé, ça crée dans les symptômes, on a des personnes qui disent être en quête de sens dans leur travail, qui ne trouvent plus de sens à la vie, à leur existence. Voilà, ils sont en exploration. Et c'est pour ça, en fait, que d'ailleurs, quand on voit des dérives de mouvements spirituels qui vont vers des dérives sectaires, ça fonctionne psychologiquement comme ça, puisque justement, on a des personnes qui sont en zone de fragilité spirituelle et qui sont prêtes à chercher du sens coûte que coûte, parce qu'elles sont déboussolées. Voilà.
Les pierres qu'on va associer en fait au chakra coronal, alors la plus connue en fait, la plus appréciée, c'est l'améthyste, dont vous voyez un bout de quartz. Le cristal de roche également, cristal de roche ou le quartz blanc. On a aussi ce qu'on appelle le quartz laiteux aussi. Voilà. Et puis d'autres, hein, il y a des couleurs, il y a des minéraux qui ont une apparence de métal, hein, qui sont vraiment métalliques, qui ont des couleurs cuivrées, des couleurs iodées qui sont dorées et qui vont vraiment s'associer au chakra coronal. Ce que je trouve intéressant, c'est que les pierres, hein, qui vont être plutôt violettes, hein, on va être pleinement dans voilà, une approche mystique, spirituelle, divine, etc. Et quand vous allez sur des pierres plutôt dorées, plutôt métallisées, je trouve, et par expérience, ça se confirme, que ce qui est intéressant, c'est que ça permet un ancrage spirituel. C'est-à-dire que très souvent, on parle d'ancrage sur le chakra racine par rapport à l'ancrage à la terre, mais en fait, on peut aussi conceptualiser l'ancrage sur le plan spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon populaire, le yoga Kundalini nous présente les chakras de façon ascensionnelle. Donc, les 7 principaux chakras qu'on a explorés ensemble, eh bien, on les voit étage par étage et c'est ascensionnel. Mais en fait, d'une façon philosophique, spirituelle, etc., on peut appréhender la chose autrement. Un peu comme Einstein qui nous disait que pour voyager dans l'espace-temps, il fallait considérer que, au lieu d'avoir une ligne continue, on pouvait courber la ligne et réunir 2 points pour faire en sorte qu'on puisse faire par un trou de verre, se balader de 1970 à 2030. Eh bien, on peut faire pareil avec les chakras, c'est-à-dire qu'on peut considérer non plus une ligne verticale, mais considérer un cercle et avoir une fusion du chakra racine et du chakra coronal. Et quand vous avez une fusion à cet endroit-là, vous avez une circulation en fait cyclique de l'énergie. Et donc, lorsque vous opérez un ancrage, eh bien, vous avez un ancrage synchronisé entre le chakra racine et le chakra coronal. Et ce qui permet en fait un ancrage à la fois à la Terre, à notre incarnation, et à la fois à ce qui est plus grand que nous, le divin. Alors, maintenant, je vais vous partager sur le dernier quart d'heure à quoi servent les pierres. Est-ce que ça, à quoi ça sert? Donc, je l'ai dit, ça sert à se protéger, à se soigner et à s'ouvrir. Alors, à se protéger, on va reprendre la thématique des comics, hein, on va reprendre le bouclier de Captain America. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes que j'accompagne en litho là-dessus, c'est des personnes qui traversent une période difficile parce que dans l'environnement, il y a des personnes qu'on va dire toxiques. Voilà. Donc, tout ce qui est comportement pervers narcissique, harcèlement, comportement castrateur, une sensation de se sentir envahi. Voilà. Qui sont toujours de l'ordre de la sensation ou alors qui sont très concrètes. Hein. Si vous avez un manager qui vous parle comme de la merde tous les matins, qui vous harcèle, ça, c'est très, très, très opérationnel. Donc, j'ai des personnes qui subissent ce genre de traumatisme. C'est aussi des personnes qui exercent une profession qui leur font rencontrer des personnes en souffrance physique ou psychologique. Donc, tous les métiers de l'accompagnement, thérapeute, psychanalyste, psychologue, chirurgien, voilà, toutes les personnes qui vont aider à résoudre des problématiques de souffrance physique ou psychologique ou émotionnelle, ben, c'est des personnes qui ont besoin de se protéger énergétiquement. Et puis, c'est aussi des personnes qui se sentent en fragilité, globalement en fragilité. Par exemple, des personnes qui n'ont toujours pas réussi à faire un deuil. Moi, j'ai une personne, par exemple, j'ai eu en soins énergétiques, qui me dit, bah voilà, mon petit frère, en fait, il est mort il y a 30 ans. Et à chaque fois que je pense, voilà, d'un accident, il a été fauché, accident de la route. Il avait 14 ans. À chaque fois que je pense à lui, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir dans un mal-être extrêmement profond. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Bon, voilà. Donc là, en fait, on a quelque chose qui n'est pas réparé, qui n'est pas intégré, quoi. On peut avoir des ruptures, donc ruptures de tous ordres, hein, amicales, couple,
travail, famille, voilà. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la maladie également. Donc, tout ça, c'est des problématiques majeures sur la thématique de la protection. C'est pas exhaustif, hein. Et sur le sujet de la protection, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 types de protection. Vous avez 3 types de pierres, en fait, qu'on peut associer à ça. Donc, pour moi, il y a ce qu'on appelle la protection absorbante. Vous avez la protection miroir. Et puis, vous avez la protection par ancrage. Et en fait, chacune de ces protections peut être associée à certains types de pierres. Par exemple, la labradorite est une pierre qui va absorber. L'œil de tigre est une pierre qui va faire un effet miroir et qui va aussi un petit peu nous aider à nous ancrer. Et dans certains cas, si je prends par exemple l'obsidienne, qui est une des pierres les plus puissantes, sur le sujet de l'ancrage spirituel coronal, eh bien, on a une pierre qui va nous protéger en procédant à un ancrage extrêmement profond. Voilà. Donc, voilà, 3 typologies de protection. On a aussi la septaria, qui est là du coup sur le chakra racine, qui est une protection avec ancrage. Donc la septaria qui est un peu plus rare que d'autres pierres, qu'on appelle aussi la pierre du dragon, qui est en fait jaune, orangé, et mouchetée et marbrée en fait de zones tantôt marron, tantôt jaunâtres. Ensuite, on a les pierres pour se soigner. Donc, moi, pour ma part, je n'agis pas sur le plan physique, mais la plupart des lithothérapeutes travaillent sur le plan physique. Moi, j'ai décidé que, tout simplement parce que ça ne me parle pas, je ne traite pas des demandes sur le plan purement physique, physiologique. Moi, je vais plutôt, moi, ce qui va me parler, ce qui va marcher, c'est plutôt sur le plan émotionnel et sur le plan intuitif, spirituel. Donc, je vais aider les personnes à se soigner sur ces 2 aspects-là. Et donc, voilà les situations que je rencontre souvent. Donc, par exemple, des personnes qui vont me voir suite à une rupture amoureuse, qui vont ressentir le besoin d'être accompagnées pour gérer la transition, qui ont besoin de réparer. Des personnes aussi qui ont des difficultés à rompre des liens avec un membre de la famille, qui ont peur d'être exclues ou de ne plus être aimées si elles se protègent ou si elles vont s'éloigner en fait d'un membre de la famille qui va être toxique. Il y a des personnes aussi qui ont été, on va dire, bannies de leur famille ou bannies de caste, bannies d'un groupe de personnes, d'une entreprise quand vous êtes licencié pour faute grave alors que c'est totalement injuste, voilà, ce genre de choses. Donc il y a besoin de réparer, de soigner. Ou encore des personnes qui ont souffert de manipulation aussi, de manipulation de la part d'une personne qui comptait pour soi. Donc être manipulé par son ex-mari, être manipulé par son enfant, être manipulé par son collègue de travail en qui on avait confiance, etc. Donc là, les pierres que je vais recommander sont souvent associées au chakra du cœur, aussi au chakra sacré, également au chakra racine. Et puis enfin, 3e thématique, c'est la thématique d'ouverture. Voilà. Donc là, les personnes qui viennent voir pour le sujet de l'ouverture, c'est des personnes qui ont besoin d'améliorer, qui ont envie d'améliorer leur communication de façon générale. Moi, je me souviens d'une cliente qui m'a dit, qui n'arrêtait pas de créer cette réalité-là, qui disait « je ne sais pas communiquer. De toute façon, moi, les gens ne me comprennent pas, je ne les comprends pas, je ne sais pas communiquer ». Elle n'arrêtait pas de répéter ça. Donc, c'est sûr que comme la pensée est créatrice, avec la loi de l'attraction, on peut pas créer autre chose que d'être muté, de pas pouvoir s'exprimer et de ne pas rencontrer l'autre, quoi. C'est aussi dans l'ouverture, c'est aussi des personnes qui aspirent à faire des rencontres plus facilement, de tous ordres, hein,
professionnelle ou autre, et de développer une aisance relationnelle. Ça peut être par exemple une personne qui va avoir du mal à gérer une situation de recrutement, à faire un entretien d'embauche. Ça peut être des gens qui font du dating pour des rendez-vous amoureux. Ça peut être aussi, j'ai une amie qui a beaucoup de mal à tisser des relations amicales, voilà, qui ne sait pas faire en fait, qui me dit je ne sais pas faire. Le sujet de l'ouverture, c'est le sujet de la confiance en soi, qui est le prérequis, donc on va l'être là-dessus, l'assertivité, la posture, pour dépasser une forme de timidité. L'ouverture, c'est aussi quelque chose qui va aller explorer le manque de respect. C'est-à-dire que quand on a été victime d'un manque de respect, de tromperie, de manipulation, on a besoin de regagner en confiance. Voilà, regagner en confiance en soi, et puis pour être prêt à nouveau faire confiance en l'autre. Ça parle de ça. Ça parle aussi de recherche d'équilibre entre les principes masculins et féminins. C'est un sujet aussi qu'on travaille beaucoup, notamment sur le chakra sacré. Ce sont aussi des personnes qui désirent investir des projets associatifs ou caritatifs, mais qui n'arrivent pas à enclencher la dynamique. On est aussi sur le sujet, encore une fois, sur le chakra sacré, de la créativité. Donc des personnes qui ressentent l'envie de s'exprimer, d'exprimer sous forme plastique, artistique, ou alors sous forme entrepreneuriale, pour offrir au monde leur singularité, leur talent. Et donc là, on a des barrières, des personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Et puis enfin, des personnes qui ont envie en fait de s'éveiller spirituellement, de s'ouvrir à leur intuition, ou encore de développer aussi ce que j'ai appelé par néologisme le mnémonérisme. Le mnémonérisme, j'ai créé ce mot-là, c'est la capacité à se souvenir de ses rêves. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que par expérience, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des pierres qui vous permettent de faciliter le mnémonérisme, comme l'améthyste. Mais vous avez le truc encore plus fort, c'est que vous avez la fluorite, la fluorine, qui aurait la capacité de scénariser vos rêves. Donc, c'est-à-dire que vous reprenez en fait là où vous étiez rendu, c'est comme sur Netflix, un Previously on Your Dream. Vous reprenez le rêve en cours et vous avez la capacité de le scénariser. En tout cas, ça crée, si ce n'est pas le cas, ça en crée l'illusion. Voilà. Et donc après, vous avez effectivement le souvenir, non seulement du rêve, mais le souvenir d'avoir eu conscience que vous étiez en train de rêver et de faire les choix en conscience pendant votre rêve et de revenir avec des informations et ensuite de les interpréter. Voilà. Donc ça va très loin. Donc moi, c'est des pierres pour le sujet de l'ouverture. J'associe souvent aux pierres au chakra de la gorge, au chakra du cœur et aussi au chakra chakra sacré, on a pas mal parlé, et puis le plexus solaire aussi beaucoup. Alors enfin, pour finir, alors j'ai de déborder peut-être je vais déborder 5 minutes, je me dépêche. Comment entretenir vos pierres? Alors, il y a 3 principales thématiques. Il y a purifier, nettoyer. Il y a comment on va recharger ou énergiser. Et puis, comment on va programmer ou reprogrammer. Voilà. Donc, il y a plein de techniques en fait pour nettoyer et purifier vos pierres. Alors, les principales sont la fumigation. Donc, la fumigation, c'est-à-dire vous allez faire fumer quelque chose, donc de la sauge blanche, du bois, un certain bois très, très odorant avec de bonnes odeurs, etc. Ou autre. Le bain d'eau, baigner dans l'eau, certains types d'eau. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il faut faire ça avec un certain type d'eau, dynamisée, etc., purifiée. L'exposition à la lumière du soleil, pour certaines à la lumière de la lune, et puis aussi avoir ce qu'on appelle un lit de cristal de roche. Voilà. On va avoir un cristal de roche et poser les pierres sur le cristal de roche. Dans certains cas, et pour certaines pierres, alors attention parce que vous pouvez abîmer vos pierres si vous vous trompez d'association de techniques et de pierres. Certaines pierres ont besoin du sel. Voilà. Elles sont assez rares. Moi, j'ai bousillé une pierre, je ne sais plus, c'était une sélénite
en la mettant dans du sel. Je ne sais plus, ou alors c'était oui, c'est ça, dans de l'eau salée, ça avait tout bouffé en fait la pierre. Donc il y a des pierres qui ont besoin de sel pour se nettoyer, mais finalement elles sont assez rares et il vaut mieux éviter d'aller sur les autres techniques. Il y a des pierres qu'on peut nettoyer par purification, par le feu en fait. Voilà, on pourrait appeler ça une pyro-purification, donc par le feu. Donc, c'est les pierres d'ancrage en général, ancrage racine, pierre chakra racine. Donc, on va placer aussi parfois des pierres au cœur d'une coquille Saint-Jacques. Ça, c'est un petit plus. Une fois que vous les avez nettoyées, vous les laissez à reposer, à sécher ou à refroidir dans une coquille Saint-Jacques. En tout cas, quand vous posez vos pierres suite à une purification, privilégiez toujours un contenu minéral ou de la céramique et évitez le métal ou le bois. Et surtout, vous oubliez le plastique. Voilà, plastique, PVC, tout ça. Et toute purification doit être accompagnée d'un temps de recharge énergétique. Et donc, la question, c'est quand est-ce que je les nettoie, je les purifie. Déjà, lorsque vous achetez une pierre, lorsque vous rencontrez la pierre, vous pouvez l'acquérir en boutique ou par Internet, vous pouvez la recevoir en cadeau. Et donc, il est indispensable de les purifier dès le début, de les décrasser sur le plan énergétique, parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Elles peuvent être ultra chargées énergétiquement. Donc, on va les nettoyer au niveau vibratoire, dans l'invisible, de toutes les influences passées qui auraient été incrustées en fait, dans la pierre. Et puis, moi, je vous conseille de purifier vos pierres au moins une fois par mois, voilà, minimum. Et si vous êtes dans un métier d'accompagnement comme thérapeute, coach ou autre, assistante sociale, etc., moi, je recommande plutôt une purification hebdomadaire. Voilà. La durée de nettoyage, c'est au moins une demi-journée, quelques heures, quoi. Donc, attention à ne pas mélanger les techniques de nettoyage, ne pas associer de mauvaises techniques par rapport aux mauvaises pierres. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles je peux accompagner. La géode de quartz qu'on voit là, c'est typiquement ce qu'on peut faire pour recharger. Donc là, je vais vous donner des informations sur comment recharger et comment énergiser en fait, des pierres. Donc, ça, c'est ce que vous voyez là, on appelle ça une druse, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une espèce de quartz comme ça, comme un habitacle comme ça, dans lequel vous pouvez déposer en fait, des pierres. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que pour recharger et énergiser vos pierres, vos galets, etc., eh bien, l'idée, c'est de les mettre sur soit un lit cristal, soit dans une druse de quartz d'un volume au moins 2 fois supérieur aux pierres. On peut avoir une géode aussi pour placer les pierres directement dans le ventre, donc là, comme on le voit en photo. Et puis, moi, sinon, j'ai une autre technique, en fait, je peux vous dire que ça marche. J'ai expérimenté et ça marche. Prenez des quartz sculptés en forme de pointe, donc des blocs un peu de la taille de vos doigts. Prenez des quartz assez épais, en fait, à peu près la taille d'un pouce, quoi. Et sculptés en forme de pointe. Et vous allez en prendre, je recommande 5 quartz. Et vous allez en fait les mettre des pierres en fait au centre sur par exemple dans une coquille Saint-Jacques. Et vous allez mettre les 5 quartz qui pointent vers les pierres. Donc, c'est aussi une technique pour réénergiser. On peut aussi placer les pierres sur un objet gravé avec le symbole de la fleur de vie. C'est aussi quelque chose qui marche sur le plan énergétique. Alors, il y a certaines personnes qui ont un don de magnétisme, ou qui ont l'énergie du Reiki, en fait, l'énergie de lumière, qui sont praticiens Reiki. Donc, en fait, ça, c'est chouette. C'est qu'en fait, les personnes qui ont du magnétisme, qui savent utiliser leur magnétisme ou alors qui sont praticiens Reiki, peuvent réénergiser avec les pierres avec leurs mains. Voilà. En quelques minutes, en fait. Voilà. Donc, on peut recharger ces pierres. Alors, un protocole idéal, c'est de prendre le temps et c'est d'apposer les mains à peu près 15-20 minutes sur les pierres. Voilà. Mais moi, j'ai déjà constaté de façon hallucinante une amie qui est d'origine asiatique, qui est très, très drôle en fait, et qui m'a offert des fois des pierres et tout. Et puis, donc, elle prenait des pierres. Et quand elle les prenait dans la main,
Et donc, elle se concentrait et puis elle fermait les yeux et puis elle me racontait des choses. Puis après, elle me redonnait les pierres. Et en fait, c'était hallucinant parce qu'en fait, les pierres, c'est comme si elles étaient en plus nettoyées. Elles étaient plus lumineuses. La lumière se réfléchissait beaucoup plus à l'intérieur et en dehors. Et puis, on voyait beaucoup plus à l'intérieur tous les détails, etc. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, pour les pierres d'ancrage associées au chakra racine, souvent aux nuances rouge, brune, etc., ou jaune et brune, on peut les placer au centre aussi de 5 bougies pour les recharger à la chaleur des flammes. Donc là, tout à l'heure, on purifiait par le feu. Là, on peut nettoyer, énergiser par la chaleur de flamme, en fait. Voilà. Toutes les pierres d'ancrage, donc rouge, jaune, noir. Voilà. Et puis, enfin, la programmation ou la reprogrammation. En fait, les pierres, que moi, je les prépare, elles sont programmées par mes soins selon leurs propriétés respectives associées. C'est-à-dire qu'on a des pierres qui ont des propriétés, on l'a vu, je vous ai listé des pierres associées à des chakras. Donc, certaines pierres vont travailler de façon naturelle sur certains sujets, à certains niveaux. Et donc, moi, quand j'associe des pierres, en fait, je vais, en plus de leur programmation naturelle, faire un protocole de prière, de mantra, etc. Et je vais les programmer avec une intention. Et je vais écrire des choses dans un petit papier que je vais vous transmettre. Donc, on a ça au moment de la programmation. Donc, il n'y a rien à faire, vous pouvez l'utiliser directement. Si vous souhaitez reprogrammer les pierres, déjà, il faut commencer par verbaliser une intention de déprogrammation de toutes les énergies négatives passées qui sont stockées dans la pierre et une intention de libération et de purification. Donc, bien sûr, en amont, on aura purifié la pierre, on l'aura rechargée. Ça ne sert à rien de reprogrammer une pierre si elle n'est pas nettoyée et si elle n'est pas en énergie. Donc, moi, je vous conseille de formuler les mots qui vous paraissent les plus justes pour définir une intention d'utilisation de vos pierres et les bénéfices que vous souhaitez en retirer. Par exemple, tout simplement, grâce à ma pierre, je veux améliorer ma communication. Ou alors, j'ai besoin de ressentir un amour inconditionnel envers ma famille. Ou encore, je veux rééquilibrer mon masculin et mon féminin. Voilà, ça peut être des choses très simples comme ça. Une fois que vous avez trouvé les mots qui résonnent en vous, vous pouvez en fait vous préparer comme pour une séance de méditation. Donc, assis de façon confortable, sans parasitage extérieur, que des bruits, des odeurs, etc. Prenez quelques inspirations, expirations profondes, les yeux fermés. Vous prenez votre pierre dans la main, soit dans votre tête, bien vous répétez, tel un mantra, en fait, la phrase que vous avez décidée pour programmer la pierre. Voilà. Donc, je vous invite à conserver en fait les yeux fermés, voilà, et ça, et de faire ça de faire un peu de silence pendant 1 minute, et puis de renouveler l'expérience 7 fois. Voilà. Ça, c'est un protocole que je pratique. Vous pouvez finir le protocole par une pensée de gratitude envers la pierre. Et puis la déposer à l'endroit qui sera le plus stratégique, puisqu'il y a des endroits aussi. Voilà, une pierre se positionne à un endroit précis en fonction de son usage. Donc, durée de reprogrammation, je pense qu'il faut compter une vingtaine de minutes. Et pour finir, vous partagez mon éthique. En fait, j'ai défini en fait une éthique personnelle par rapport à la lithothérapie, qui sont 7 principes que je vous partage. Donc, le premier, c'est l'intégrité. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne propose pas de soins à distance par courrier, par mail ou par texto, comme on peut voir, sans faire de création minérale. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire que j'ai fait ceci et cela avec des pierres sans créer de création minérale, de composition minérale. Deuxième idée, c'est l'émotion. C'est-à-dire que, en fait, je vais créer moi-même ah non, pardon, c'est pas ça. En fait, je n'aborde pas les questions qui sont relatives à la santé physique, mais uniquement sur le plan émotionnel et spirituel. Voilà. Troisième principe, la création, c'est-à-dire je crée moi-même les élixirs, je crée moi-même les compositions minérales selon des protocoles qui sont personnels. Voilà. Donc, on est vraiment sur une création. Le quatrième, c'est la conscience.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réserve en fait mes créations et mes soins aux personnes majeures déjà et qui sont susceptibles et effectivement de dire aussi que je suis susceptible de rembourser, de ne pas donner suite à un soin lorsque je sens une fragilité psychologique chez la personne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé en soins énergétiques ou des choses un peu bizarres, comme par exemple une fois, il y a quelques mois, une maman qui me dit ma fille qui a 16 ans, elle a tel problème, etc. Et je pense que ça lui ferait du bien d'avoir une compulsion minérale comme ça, ou d'avoir un soin énergétique. Ok, je dis d'accord, qu'est-ce qu'en pense le papa? Ah, bah en fait, on est séparés, d'accord. Est-ce que je peux avoir les coordonnées du papa pour avoir son avis et son aval? Ah bah non, parce que si on l'appelle, il ne sera pas d'accord. D'accord. Est-ce que je peux parler à votre fille? Bah oui, mais si vous lui parlez, elle va pas y croire. Voilà. Bon, typiquement, dans ce genre de scénario, on dit bah déjà, elle n'est pas majeure. Et puis, la demande ne vient pas de la personne. Donc non, quoi. Voilà. Il y a aussi des personnes qui vont être en fragilité psychologique, qui sortent de burn-out, qui sortent de dépression et qui vont avoir besoin d'ancrage. Et il y a des pierres, typiquement, qu'il ne faut pas utiliser. De mon point de vue, l'obsidienne céleste, typiquement, est une pierre qui demande un ancrage vraiment important avant de l'utiliser. Voilà. Donc, je ne vais pas faire n'importe quoi. Le cinquième idée, c'est sans confession. Ça veut dire que moi, je prône aucune idéologie religieuse dans les échanges en lithothérapie. Le sixième, c'est la liberté. Donc, moi, je respecte la liberté d'opinion de mes clients. Je ne les juge pas, comme je fais en coaching. Et la septième, c'est la confidentialité. Donc, en fait, quand je fais une petite anamnèse avec mes personnes en soins, lorsqu'ils commandent un élixir ou une composition, bah, tout ce qui est dit reste confidentiel entre nous. Voilà. Je vais finir par une information sur, puis après je vais répondre à vos questions si vous en avez. Petite information par rapport au site internet. Donc, je vous invite en fait à visiter le site lithotweety.fr qui correspond à mon site dédié à la lithothérapie. Et comme ça, vous pourrez découvrir un petit peu tout ce que je propose. Et si parmi vous, il y a des personnes qui, soit en live, soit en replay, qui sont intéressées par une composition minérale ou un soin, et bien du coup, pour les personnes qui sont là en live ou en replay, j'offre en fait la rencontre téléphonique de 30 minutes qui correspond à une anamnèse plus riche qu'on va faire avant de faire une composition ou un élixir. Voilà. Donc, vous verrez sur le site, voilà, c'est une valeur de 27 €. Une composition minérale, je crois que c'est autour d'une quarantaine d'euros. Et le soin, c'est autour de 70 €. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Et je vais maintenant accueillir vos questions, si vous en avez, ou vos réactions. À vous la parole. Désolé pour les 10 minutes de débordement. Avez-vous des questions? Non, pas de questions? Avez-vous des réactions? Peut-être des témoignages d'utilisation de pierre, je ne sais pas. Moi, j'ai une question, si tu permets. Souvent sur les marchés, on trouve, tu vois, des petits bracelets de perles ou des colliers, des choses comme ça. Est-ce que c'est des vrais ou pas? Ok. Alors en fait, tout va dépendre du prix. Ce qui est probable, c'est que plus le bracelet va être à prix. Si par exemple tu trouves un bracelet, des bracelets comme ceux-là, si tu les trouves à 5 € par exemple, c'est que c'est probablement du plastique en fait. Voilà. Ouais. C'est pas des minéraux. En général, des bracelets comme ça, des chiffres de pierre, on va les trouver on peut les trouver sur Internet autour d'une dizaine d'euros. Et sur les marchés, on va les trouver autour d'une quinzaine d'euros, 15, 20 €. C'est un prix assez juste et du coup, ça va en général, oui, des minéraux. Et après, il peut y avoir de l'arnaque, c'est-à-dire un simple bracelet comme ça, si ça dépasse 20 €, c'est que soit ce sont des pierres d'une grande qualité ou des tailles de pierres qui sont assez grosses, soit c'est abusé, quoi. Voilà, D'accord. il y a un repère. En fait, c'est très difficile quand on
quand on n'est pas spécialiste, hein, c'est très difficile de comparer en fait une pierre du plastique, parce qu'en fait, il y a des imitations qui sont extrêmement bien faites, et même en termes de densité, en termes de poids, en termes de masse, il y a des imitations qui ont la même masse que des minéraux. Donc, c'est troublant. Moi, je me suis fait avoir à plusieurs reprises, hein. Je me suis fait avoir sur un œuf ioni de turquoise. Je me suis fait avoir sur un bracelet aussi de turquoise. Voilà, la turquoise est falsifiée souvent, en fait, ouais, par exemple. Ouais, la malachite aussi. Ouais. Et puis les pierres rouges, il y a pas mal de pierres rouges comme le corail. Le corail, depuis bon nombre d'années, il est devenu interdit de vendre du corail pour la lithothérapie. Pourtant, on en trouve encore dans le commerce, et on trouve aussi des bracelets de corail qui sont des billes de plastique en fait, voilà, et qui sont vendus très cher puisqu'on sait que le corail est très rare. Voilà. D'accord. Mm. Merci. Elle, Oui. j'imagine que la taille de la pierre a son importance en fonction du soin. Oui. Et est-ce que la taille détermine la fréquence que la pierre envoie? Quelle taille idéale pour quand tu veux travailler, rééquilibrer un chakra? Quelle taille tu vas utiliser? Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2, comme tout est binaire, c'est comme un chakra, il peut être en excès ou il peut être en vide. Ma question, c'est quand tu traites un chakra qui est éventuellement en excès, est-ce qu'il y a des pierres qui vont justement enlever cette charge énergétique, cette surcharge énergétique? Donc voilà, est-ce qu'il y a des pierres qui vont recharger, est-ce qu'il y a des pierres qui vont décharger? Excellent, excellent. Super, merci Cyril. Alors, première question. Donc, il y a une partie de la question où je vais botter en touche, où je n'ai pas la réponse sur l'histoire de la. Alors, je ne sais plus exactement. Je vais essayer de répondre à ce que j'ai retenu. Donc oui, plus la pierre a une taille importante, plus elle va avoir de l'impact. Mais en fait, et c'est là où je ne suis pas sûr de moi à 100%, mais en tout cas, dans mes souvenirs, la taille de la pierre n'a aucun rapport avec la fréquence qu'elle va émettre. En tout cas, je le crois. J'irai vérifier. En revanche, il y a des… au niveau de l'impact, ce qui va se passer, c'est que par exemple, pour un humain, par rapport à un corps humain, un galet comme ça, en fait, est largement, amplement suffisant. On peut avoir à peu près la moitié, en fait, cette pierre-là, si on la divisait par 2 en taille, ce serait suffisant, en fait, pour le corps entier, si on la porte sur soi. Voilà. Dans une pièce, c'est presque mathématique, hein, mais par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, par exemple, un menhir, moi j'appelle ça des menhirs de labradorite, par exemple. Un menhir qui fait la taille à peu près d'une bouteille, on peut mettre ça au milieu d'une pièce qui va faire, on va dire, 35, aller jusqu'à 35-40 mètres carrés. Ça va arroser toute la pièce, quoi. Voilà. Et puis des fois, on a des menhirs qui sont beaucoup plus costauds et qui vont dégager en fait sur toute la maison et même chez les voisins, quoi, au-dessus, en dessous, voilà. Ouais. Donc, effectivement, il y a un rapport en fait. Moi, j'ai pas trouvé en fait de contenu qui explique scientifiquement précisément. Voilà, il y aurait une règle, hein, tu vois, scientifique qui dit qu'il y a un rapport. Il y a quelque chose à créer sûrement en termes d'équation là. Mais effectivement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a ce genre de proportionnalité entre la taille de la pierre et l'impact sur la taille. Parce que c'est empirique, hein, je l'ai bien vu moi-même dans ma pratique aussi. Avant, j'avais aussi toutes mes pierres qui étaient réunies dans mon bureau principal. Je les ai virées parce qu'elles me donnaient mal au crâne. Quand il y en a trop aussi, quand il y a trop de pierres, trop de présence, ça peut donner mal à la tête aussi. Quand on est hypersensible, en plus, c'est un facteur qui va décupler en plus. Ça. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta première question? Parce qu'il y avait plusieurs éléments. Ou est-ce qu'il manque des choses? Non, c'est bon. Et rappelle-moi la deuxième question, s'il te plaît. La deuxième question est relative au fait qu'un chakra soit en excès ou en vide d'énergie. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des pierres qui déchargent et des pierres qui rechargent?
Ok. Alors, ouais, recharger, décharger, ça me perturbe parce que c'est un vocabulaire que j'utilise pour les pierres et pas pour les chakras. Je recharge des pierres et je recharge pas les chakras. Mais j'ai compris la. Oui, peut-être un abus de langage, mais enfin, tu as compris, en vide ou en excès, sous-entendu, il faut rééquilibrer. Ouais, Donc, soit il y a un trop plein, soit il y a un manque. ouais, Yin tout à yang. fait. Ouais. Ouais. Alors, oui, j'ai une réponse par rapport à ça. Ça va être le cristal de roche. En fait, le cristal de roche, le quartz blanc, et aussi le quartz rose. Voilà. Donc pour moi, c'est les deux cristaux qui vont permettre de calmer en fait des chakras, des excédents énergétiques, qui vont les absorber, qui vont les renvoyer, qui vont ouais, qui vont purifier, qui vont prendre l'excédent. Ouais. Et c'est les mêmes pierres qu'on utilise pour réénergiser ou pour purifier parfois. Et d'ailleurs, dans mes compositions minérales, je rajoute toujours en fait une bonne poignée de petites chips de quartz blanc pour faire du liant entre les pierres et pour intensifier leur aura en fait. Voilà. Leur impact énergétique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques? Non, ça va. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui. Pour nettoyer les pierres, c'est une énergéticienne qui a fait ça devant moi. Pour les nettoyer dans un bol tibétain. Est-ce que tu connais? Excellent. Non, alors. Ouais, carrément. Ouais, totalement. J'en ai pas parlé. Alors, les bols tibétains ou les bols de cristal aussi. Oui, ouais. Et alors, le truc qui est génial avec les bols de cristal en plus, c'est qu'il existe en sonothérapie des tailles de bols et des couleurs de bols de cristal qui sont associés au chakra. Donc, en fait, il existe des bols par chakra et donc par type de pierre. Ah, super, ouais, ça je Ouais, ne ouais. sais pas, d'accord. Oui, on peut effectivement purifier des pierres par sonothérapie. Ouais. Après, il faut savoir choisir son bol tibétain ou c'est pas évident, je trouve. Bah, Enfin, en fait, c'est au ouais. son, je pense. Là aussi, est-ce que c'est vraiment un ressenti? Est-ce que c'est au son, le bol tibétain? Alors, le bol tibétain, c'est un objet particulier parce que, alors peut-être que je dis des bêtises, mais dans mes souvenirs, un bol tibétain, c'est un travail d'alchimie, puisqu'en fait, c'est un alliage de 7 métaux différents et qui va être tapé, en fait, frappé pour constituer la forme, en fait. Et donc, c'est un travail de longue haleine, ça demande énormément de travail. Et aujourd'hui, on va en trouver encore au Tibet ou en Chine aussi, je crois, ou dans quelques pays, mais ça se fait rare. Donc, des vrais bols tibétains authentiques, on trouve en fait beaucoup plus de fausses copies que d'originaux. Donc, en fait, moi, je trouve que le mieux, c'est d'acheter en fait ce genre de produit auprès de sonothérapeutes qui pratiquent déjà depuis quelques années et qui ont fait tout le travail de sourcing, quoi. Voilà. Moi, par exemple, je pense à Manu à Nantes, à Manuel qui fait de la sonothérapie. Ouais. Et donc, qui lui voilà, a investi énormément dans son matériel et qui a des sources, quoi. Je sais qu'il y a aussi une médium que je connais, une amie qui s'appelle Élodie Pérez. Élodie Pérez, elle a des sources aussi. Elle devrait avoir des bonnes sources aussi sur des bols tibétains. Ouais. Ok. Que je peux intervenir du coup, Fred? Oui. Déjà, un grand merci pour tout ce que tu donnes, tout ce que tu as donné. C'est fort enrichissant sur plein de choses. Moi, j'ai découvert pas mal de choses. Et j'avais envie de compléter avec des petites choses aussi, si tu permets. Vas-y. Notamment sur le nettoyage. Et je voulais rebondir sur la question de Cyril, parce que du coup, ça me faisait plein de liens dans la tête. Là, c'était un peu explosion. Par exemple, par rapport au nettoyage des pierres, moi, ma pierre de prédilection, d'ailleurs, ce sera ma deuxième question pour toi. Tu as parlé beaucoup de l'obsidienne, œil céleste. Donc moi, ça, c'est ma pierre, je l'ai tout le temps. Et pour la nettoyer, donc ce type de pierre, je l'enfonce dans la terre, en pleine lune, mais je la mets dans la terre. C'est aussi un moyen de nettoyer les pierres, pas les quartz,
les quartz qui vont être plus sensibles au nettoyage avec l'eau, mais pas d'eau stagnante. Tu as évoqué ça un petit peu tout à l'heure, hein. Je pense que c'est important de le dire, que l'eau ne soit pas stagnante quand on nettoie les pierres et qu'on fasse, par exemple, soit couler un jet d'eau dessus ou soit créer des petits vortex de manière à ce que l'eau soit vivante. Voilà, exactement. Je pense que c'est important. Et quand on est un petit peu aussi, je dirais, en surcharge, donc c'est pour revenir un petit peu sur ce que Cyril disait tout à l'heure, soit au niveau des chakras ou des énergies. Il y a une chose qui marche pas mal, c'est d'avoir un petit quartz blanc, de le mettre dans une bouteille d'eau, comme tu avais tout à l'heure, Fred, tu vois, une petite bouteille comme ça. Tu la mets dedans et tu bois cette eau toute la journée. Et ça permet, alors il faut bien sûr que la pierre soit propre, qu'elle soit nettoyée, etc., énergisée. Et ça permet de vraiment être dans cet alignement, cet ancrage quand on en a besoin. Et quand on a des surplus, moi, ça m'arrive d'avoir des surplus justement de chakras qui sont un peu trop, c'est un peu trop la fête. Et ben moi-même, je mets mes mains dans la terre. Et ça, c'est vraiment, ça, je vous conseille ce truc-là, d'aller mettre les mains dans la terre et on sent toute la chaleur, tout ça, c'est tout de suite, au bout de 10-15 minutes, on sent qu'on s'apaise et que la terre, justement, va pouvoir nettoyer, je dirais, ces surplus d'énergie. En tout cas, Les voilà. mains ou des pieds d'ailleurs. Oui, ou les pieds, Dans oui, la tout à fait. terre, Ouais. les pieds, ouais, aussi. Oui, je parle des mains parce que c'est vrai que moi, Oui, j'aime parce bien que je avoir les mains dans la je terre. suis réflexologue, hein, forcément. C'est super, c'est complémentaire, c'est génial. Ouais. Oui, Voilà, les mains, les pieds, toute extrémité du corps, quoi, hein. Et je voulais rajouter ça. Et Fred, j'avais une question pour toi. Du coup, tu as beaucoup évoqué obsidienne, œil céleste. Comme Oui. je disais, moi, j'ai 2 pierres qui sont très importantes que j'ai quasiment en permanence, et dont l'obsidienne œil céleste. Et tu l'as beaucoup évoqué comme une pierre assez dure, en fait, d'ancrage. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus sur cette pierre? Mmh. Non, Bah, ça en peut fait, je sais pas si tu te souviens, d'une des expériences il y a quelques années quand, j'étais venu, dîner à la maison avec Émilie à l'époque et tu lui avais mis cette pierre entre les mains et cetera et ça a été une expérience, vraiment, puissante, pour elle et puis derrière, il s'est passé plein de choses, dans ma relation avec cette femme-là et en fait, j'ai essayé de comprendre pas mal de choses et j'ai exploré et effectivement, l'obsidienne œil céleste, j'ai découvert en fait, que c'était une pierre qui était capable du meilleur comme du pire, dans le sens où, de ce que j'ai découvert, c'est que c'est une pierre qui a une capacité à nous connecter spirituellement qui est extrêmement puissante, à ouvrir en fait le chakra coronal. C'est également une pierre, quand je parlais de synchronisation entre le chakra coronal et le chakra racine, c'est une pierre qui permet ça et qui est une pierre qui nous ancre vraiment extrêmement profondément dans nos racines en fait, et même qui va venir nous donner de l'information sur des fois les mémoires transgénérationnelles et aussi les mémoires karmiques dans cette synchronisation, synchronisation, je dirais, des deux chakras, cet ancrage couplé, eh bien, on va avoir accès à tout ça. Et en même temps, et je l'ai vu chez une cliente en coaching qui s'était acheté une pierre que je lui avais déconseillée, une obsidienne céleste. Et en fait, j'ai découvert que les personnes qui sont en fragilité psychique, donc les personnes qui, comme je disais, ont fait un burn-out, ont fait une dépression, qui sont sous anxiolytiques ou antidépresseurs. Voilà, donc ce genre de catégorie de situation, une personne qui vit ça à un moment donné, et ben pour moi, l'obsidienne céleste, c'est à surtout éviter. Parce qu'en fait, ces personnes-là, ça va empirer en fait la situation. Donc la pierre va les plomber en fait encore plus. Donc ça va les pousser en dépression, voire dans le pire des cas au suicide quoi. C'est-à-dire que ça va les plomber de chez plomber. Et moi j'ai vu une différence, un avant-après. J'ai eu une personne en coaching dans mes premières clientes en coaching. Il y avait une femme qui avait 45 ans, qui venait, qui était en divorce en fait avec un ex-mari qui était ultra toxique, qui était en rupture aussi au niveau professionnel et qui venait en quête de sens pour essayer d'identifier sa zone de talent, mais qui était surtout très très chargé en fait émotionnellement, qui était très en souffrance. Bon.
qui voyait un psy en parallèle, bon, et qui était aussi sous anxiolytique ou sous antidépresseur, je ne sais plus, et qui s'intéressait aux pierres. Bon. Et je lui en ai conseillé quelques-unes. Et puis, je lui ai dit, surtout, n'achète pas d'obsidienne céleste. Bon. Je la revois quelques semaines plus tard, elle revient, et là, je la vois, mais hallucinant. C'est-à-dire, déjà, elle n'était pas en forme, mais je la vois avec des cernes comme ça, un teint de peau grisâtre, aucun sourire, alors qu'elle était très souriante les premières séances, aucun sourire. Elle était moitié en train de trembler, quoi. Et donc, on aborde le sujet de la séance de coaching, tout ça. Je lui demande comment elle va. Donc, elle m'explique qu'elle va très mal. Et puis là, elle me montre en fait les pierres qu'elle a achetées et qu'elle avait dans la poche et tout ça. Et là, je vois le putain de galet d'obsidienne noire en fait dans la poche en fait. Et je l'ai questionné, petite mini anamnèse par rapport à ça, et j'ai essayé d'explorer qu'est-ce qui avait changé dans son environnement et dans la situation. Est-ce qu'elle avait vécu des situations traumatisantes depuis la dernière séance? Est-ce qu'elle avait fait des pratiques particulières? Est-ce qu'elle avait fait des soins énergétiques? J'ai exploré en fait. La seule chose qui avait changé depuis la séance précédente, c'était de posséder une obsidienne céleste. Donc, je l'ai invitée à enterrer l'obsidienne céleste en attendant qu'elle aille mieux, en rentrant chez elle, en fait. Oui. Et donc, elle a écouté mon conseil. Et alors, on y croit, on n'y croit pas, mais comme par hasard, au bout de 48 heures, ça allait beaucoup mieux, quoi. Okay. Donc, moi, j'aime bien dire dans le domaine de la spiritualité et de l'énergétique, c'est que pour moi, il n'y a pas de dogme, en fait. Il y a la seule vérité, en fait, elle est expérientielle, elle est subjective. Donc, ce qui est vrai pour soi n'est pas forcément vrai pour les autres. Donc, la seule façon de considérer que ce genre de partage est véridique, c'est d'en faire l'expérience soi-même, quoi. Voilà. C'est juste un partage d'expérience. Merci en tout cas pour vigilance sur l'obsidienne céleste. Voilà. Ouais. Moi, je la trouve. Quand tu prends une pierre dans la main, tu as un ressenti quand même. Et moi, il y a eu des pierres comme ça où je sentais que c'était trop fort pour moi, quoi. Alors qu'on me disait, si, c'est une pierre pour vous. Non, je le sentais, voilà. Et il y a des pierres vers lesquelles tu vas être attiré. Donc, oui, il y a quelque chose, quoi. Ouais. Moi, la labradorite. Oui, ben moi, c'est la première. Et la première que j'ai trouvée, c'est en forme de cœur, comme ta dernière image. J'ai été, voilà. C'est pas très original, la labradorite, hein, parce que c'est une des pierres. Elle me sert bien. Ouais. C'est sûr que. Voilà. Alors, dans les anecdotes, pour vous dire, j'ai une thérapeute qui, dans son espace de travail, avait ce qu'on appelle un menhir de labradorite. Et en pleine séance, en fait, avec une patiente avec qui elle dialoguait, en fait, c'était très, très plombant, etc. Le menhir, en fait, s'est fendu en deux. C'est-à-dire que le menhir s'est fendu en deux. Comme s'il avait une scie à métaux qu'il avait voilà, en deux. C'est tombé. Moi, j'ai vu des personnes aussi qui avaient qui avaient un état émotionnel plutôt fragile, etc. Et qui nettoyaient pas, qui ne faisaient rien, qui n'entretenaient pas leurs pierres. Et les pierres, au fur et à mesure, s'opacifiaient, se dégradaient, se brisaient, etc., etc. Donc, c'est assez étonnant. Bon, sur ce, je ne voudrais pas trop déborder parce que là, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on a débordé. Donc, je pense que Cécilia, ça a coupé malencontreusement. Donc, je vous remercie en fait pour votre présence en live ce soir. Et merci pour les questions. Merci. Et puis on reste en contact. Hein, vous avez mes coordonnées. Okay. Bonne visite sur le site. Merci. Si vous êtes intéressé, on se recontacte. Merci à vous. Très bonne soirée. Et puis, merci aux gens qui regardent le replay. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Merci à vous. Au revoir. Merci.